Bonjour tout le monde, dans cette vidéo hors série, on va voir ensemble comment fonctionnent les canaux ioniques à la surface des cardiomyocytes et comment le déséquilibre ionique qui existe entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule permet d'expliquer ce qu'est le potentiel d'action d'une cellule cardiaque. On va donc aborder aujourd'hui les notions bien sûr de potentiel de membrane et de canaux ioniques, mais aussi toutes ces notions qui en découlent pour aboutir à la fin à ce que vous voyez ici sur la droite de l'écran, à savoir les différentes composantes qui forment le potentiel d'action d'un cardiomyocyte. Les cardiomyocytes sont dotés de propriétés d'automatisme, d'excitabilité, de conductivité et de contractilité. Cela signifie que certaines cellules cardiaques vont être capables de se dépolariser spontanément, qu'elles vont également pouvoir se dépolariser en réponse à un stimulus et aboutir à une contraction des sarcomères et donc à transformer le signal électrique qu'elles reçoivent en réponse mécanique. Enfin, ces cellules vont être capables de conduire le courant électrique en le transmettant aux cellules voisines. Et pour faire tout cela, il va falloir que la cellule puisse moduler en permanence son potentiel membranaire, et c'est tout l'objet de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Une cellule myocardique, ça comprend bien sûr les myofibrilles, composées de sarcomères qui sont l'unité de base de contraction, mais ça ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ce qui se passe autour de la membrane, composée d'une bicouche lipidique, constituée de phospholipides non conducteurs et qui joue donc le rôle d'un isolant. Cela permet d'avoir une composition très différente entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. On peut ainsi prendre l'exemple du potassium, comme ici, mais ça pourrait aussi bien être le sodium ou beaucoup d'autres choses, comme par exemple des protéines. Il existe par ailleurs, du fait de cette membrane, une asymétrie de concentration de ces différents ions et protéines, et cela va conduire au fait que la membrane est polarisée. Et c'est justement parce que cette cellule est vivante qu'elle dispose des outils pour maintenir ce potentiel de membrane. Elle dispose en effet d'outils qui vont pouvoir travailler à maintenir ce gradient électrochimique, ce potentiel de membrane, et on va le voir dans quelques minutes. Au repos, considérons dès à présent que le potentiel de membrane de notre cardiomyocyte se situe aux alentours de -80, -90 mV, et on va bientôt voir pourquoi. Ce que vous avez ici, c'est un canal ionique. Les canaux ioniques, ce sont des structures protéiques qui sont enchâssées dans la membrane plasmatique et qui vont être capables de contrôler la perméabilité à un ou plusieurs ions. Alors ces canaux ont plusieurs configurations possibles, mais sont globalement constitués de sous-unités. Ici par exemple, vous avez schématisé un canal ionique avec 4 sous-unités, et chacune de ces sous-unités est susceptible de contenir 2, 4 ou 6 segments transmembranaires. Ici par exemple, je vous mets un schéma d'une sous-unité qui présente 4 passages transmembranaires. L'association de ces différentes sous-unités va former en son centre un canal qui permet de faire communiquer l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Ici, par exemple, vous avez un canal potassique, c'est-à-dire qu'il est surtout capable de faire transiter des ions potassium d'un secteur vers l'autre. Alors bien sûr, on va voir ensemble ce qui fait qu'un canal est dit potassique, mais avant ça, une petite parenthèse sur ce qui est susceptible de déclencher l'ouverture d'un canal, car, on va le voir tout à l'heure, un canal n'est pas ouvert en permanence le plus souvent. Vous pouvez avoir des canaux qui sont dits voltage dépendants, c'est-à-dire que leur activité va être fonction du potentiel de membrane. Prenons un exemple. Quand la cellule est au repos, donc avec un potentiel membranaire aux alentours de -80, -90 mV, alors ce canal n'est pas ouvert, il n'est pas capable de laisser transiter un ion. En revanche, si le potentiel de membrane est modifié et entre dans un intervalle de valeur qui lui est spécifique, alors le canal s'ouvre et va être capable de laisser passer des ions. Vous pouvez aussi avoir des canaux qui sont des échangeurs, comme par exemple l'échangeur sodium-calcium qui échange un ion calcium dans un sens avec 3 ions sodium dans l'autre sens. Et vous voyez par ailleurs que l'activité de cet échangeur contribue à modifier la polarisation de la membrane parce qu'il existe un déséquilibre entre les charges qui transitent dans un sens et les charges qui transitent dans l'autre sens. C'est donc un des moyens dont dispose la cellule pour moduler son potentiel membranaire. Troisième possibilité que vous pouvez avoir, ce sont des canaux ATP dépendants. L'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, et vous savez que c'est une source d'énergie pour la cellule qui, en hydrolysant l'ATP, va être capable de libérer de l'énergie suffisante pour ensuite alimenter la pompe. Ces pompes nécessitent donc de l'énergie sous forme d'ATP pour fonctionner. Alors aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux canaux dits voltage dépendants, donc les premiers. Alors bien sûr, dans une cellule, l'ensemble de ces canaux agissent en simultané en fonction des caractéristiques des uns et des autres. Revenons maintenant au fait de dire qu'un canal soit un canal potassique, par exemple. Pourquoi ça ? Eh bien, ce qui fait la sélectivité d'un canal ionique, autrement dit sa capacité à privilégier le passage de tel ou tel ion ou famille d'ions, c'est sa structure géométrique, le diamètre du pore central, et puis sa charge électrique en acides aminés. Et en général, vous voyez la place privilégiée qu'ont les acides aminés qui se situent dans la lumière du canal,
puisque finalement, ces acides aminés vont impacter sur la géométrie, la taille du canal, sa charge électrique, et ainsi favoriser le passage de tel ou tel ion. Au collège, alors en tout cas quand j'étais au collège, il y avait au programme la loi d'Ohm dans les circuits électriques. La loi d'Ohm, c'est la relation qui lie la différence de potentiel en volts, la résistance en ohms et l'intensité du courant électrique en ampères. Et cette formule, vous vous en souvenez très probablement, c'est U égale RI. Repartons de cela et mettons-nous dans le contexte de l'électrophysiologie. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la résistance d'un canal à un ion, c'est même plutôt l'inverse. C'est comment le canal est susceptible de faire passer l'ion, et cette notion, c'est la conductance. Et la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Donc si je reprends U égale RI et que je fais le changement, on arrive à I est égal à G fois U, ce qui signifie que l'intensité du courant, c'est la conductance multipliée par la différence de potentiel, ici le potentiel membranaire. J'en reviens donc à la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui fait qu'un canal est considéré comme étant un canal potassique. Cela veut dire que si vous mesurez la conductance de ce canal pour l'ion potassium, elle est bien plus élevée que pour tout autre ion. Cela signifie que ce canal privilégie nettement le passage des ions potassium aux autres. Dès lors, on peut considérer qu'il s'agit d'un canal potassique. Gardez dans un coin de tête cette notion de conductance, on va y revenir très vite, et en attendant, développons ce qui se passe au niveau de canaux sélectifs, comme par exemple les canaux potassiques. Prenons une cellule et gardons l'exemple des ions potassium. À la surface de cette cellule, il existe des canaux potassiques qui vont donc pouvoir laisser préférentiellement passer ces ions potassium. Et disons que cette cellule a un potentiel de repos de moins 89 mV. Des ions potassium vont sortir de la cellule parce que la concentration en ions potassium est élevée dans la cellule, il est ici de 140 mmol par litre et de 5 mmol par litre en dehors, et donc, par gradient de concentration, les ions potassium vont sortir. En contrepartie, l'ion potassium est un cation, et quand il va sortir de la cellule, il va éloigner encore plus le potentiel de membrane de zéro. Chaque sortie d'ion potassium va augmenter ce qu'on appelle le gradient électrochimique. Et ce gradient électrochimique, lui, il va plutôt pousser les ions potassium, qui sont des cations, à rentrer dans la cellule, attirés par les charges négatives qu'il y a à l'intérieur. Au total, avec une différence de potentiel de moins 89 mV sur la membrane, le flux net d'ion potassium va être nul parce que les gradients de concentration et électrochimiques vont s'annuler. On dit que moins 89 mV est le potentiel d'équilibre du potassium. Ce potentiel d'équilibre, on peut le calculer pour n'importe quel ion par l'équation de Nernst. Alors je ne vais pas lire ici toutes les composantes qu'il y a, mais globalement pour le potassium, si vous avez une concentration à 5 en dehors de la cellule, à 140 mmol à l'intérieur de la cellule, que c'est un ion monovalent, un cation monovalent, donc avec une charge de plus 1 et une température de 310 degrés Kelvin, ce qui correspond à 37 degrés Celsius, une fois le calcul fait, vous arrivez bien à moins 89 mV. Donc on retombe bien sur ce moins 89 mV qui est le potentiel d'équilibre pour le potassium. Mais maintenant, je vous propose de voir ce qui va se passer si on modifie le potentiel membranaire. Alors je vous ai mis ici, en fonction du potentiel de membrane, le sens et l'intensité du courant qui résulte du gradient de concentration et du gradient électrochimique pour le potassium toujours. Alors pour le gradient de concentration, c'est assez facile. Quelle que soit la valeur du potentiel membranaire, il va toujours y avoir une tendance à faire sortir les ions potassium de la cellule. Ça c'est facile, donc on est toujours dans le sens de la sortie. Pour le gradient électrochimique, le sens va être différent selon que le potentiel membranaire soit positif ou non. S'il existe une différence de potentiel négative sur la membrane, le gradient électrochimique va tendre à faire entrer les ions potassium dans la cellule, d'autant plus que ce gradient est important en valeur absolue. A l'inverse, si le potentiel de membrane est supérieur à 0 mV, alors ce gradient électrochimique est lui aussi en faveur d'une sortie des ions potassium de la cellule. Si on fait maintenant la résultante de ces deux composantes, on retrouve bien qu'à moins 89 mV, il y a autant de traction pour entrer que pour sortir, et la résultante est nulle. En revanche, si on descend en dessous de moins 89 mV, il va y avoir plus de force pour faire entrer les ions potassium dans la cellule que pour les faire sortir, c'est ce qu'on appelle un courant entrant. Et bien sûr, à l'inverse, on a à l'autre bout une résultante en faveur d'une sortie des ions potassium de la cellule. C'est un courant sortant qui va être d'autant plus important qu'on s'éloigne du potentiel d'équilibre du potassium. Deux choses importantes, donc, je viens un peu de le dire. La première, c'est que la différence entre le potentiel de membrane et le potentiel d'équilibre d'un ion donné, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. Et
assez logiquement, plus on va s'éloigner du potentiel d'équilibre de l'ion, plus la force du courant va être importante quand le canal va s'ouvrir. C'est un petit peu comme pour un élastique, hein, plus on va le tendre, plus on va tirer, plus ça va avoir tendance à revenir fort. Et bien là c'est pareil, si je m'éloigne très fortement du potentiel d'équilibre de l'ion, et bien quand mon canal s'ouvre, mon courant va forcément être plus intense. Deuxième point, un courant en rapport avec un courant entrant cationique est appelé un courant dépolarisant, et à l'inverse, un courant cationique sortant est dit repolarisant. Alors évidemment c'est l'inverse pour un courant anionique, mais retenez le fait que globalement un cation qui rentre c'est dépolarisant et un cation qui sort c'est repolarisant. Je reviens un instant sur l'équation de Nernst, on a vu le potassium, mais on peut aussi appliquer la même formule pour les autres ions. Alors si je le fais pour le sodium, qui a un gradient de concentration qui est l'inverse du potassium, j'arrive à un potentiel d'équilibre de 0,061 volts, donc 61 millivolts. Pour le calcium, 123 millivolts, et le chlore, moins 0,062 volts, donc moins 62 millivolts. Tout ça pour vous montrer que, eh bien, pour un potentiel de membrane donné, les différents canaux ne vont pas se comporter de la même manière. Certains vont tendre à générer un courant dépolarisant, d'autres un courant repolarisant. Et c'est ça qui va expliquer qu'en permanence, votre potentiel de membrane va se déplacer. Si je prends par exemple un potentiel de membrane à 0 mV, eh bien à 0 mV, si un canal potassique est ouvert, il va avoir tendance à faire sortir les ions potassium et à être repolarisant, alors que sur un canal sodique, eh bien, il va avoir tendance, quand il est ouvert, à être dépolarisant en faisant entrer les ions sodium dans la cellule. Donc vous voyez, on a vu ces histoires de déséquilibre de concentration d'ions, de gradient de concentration, de gradient électrochimique, du fait que les différents canaux vont pouvoir être ouverts à des temps relativement similaires et qui vont se comporter différemment. Mais ça, c'est pas encore suffisant pour expliquer ce qui se passe au niveau d'un potentiel d'action. Il nous manque encore une notion qui est extrêmement importante, celle de l'activation et surtout l'inactivation des canaux. On va donc parler des portes d'ouverture et de fermeture des canaux voltage dépendants. En effet, ces canaux ne sont pas simplement ouverts ou fermés. On va voir ça tout de suite, et prenons comme exemple les canaux sodiques cette fois-ci. Schématiquement, on va considérer que ces canaux voltage dépendants ont une porte d'activation et une porte d'inactivation, et que de base, ce canal est dit fermé, c'est-à-dire que la porte d'activation est fermée, et la porte d'inactivation est ouverte. Quand je vais appliquer du courant sur la cellule, et que je vais modifier son potentiel de membrane, je vais ouvrir immédiatement la porte d'activation, donc le canal est ouvert et les ions sodium vont pouvoir rentrer dans la cellule et la dépolariser. Et dans le même temps, cela va commencer à déclencher la fermeture progressive de la porte d'inactivation. Et, eh bien, quelques millisecondes plus tard, je suis dans une configuration qui est finalement une configuration inverse de la configuration initiale, avec une porte d'activation qui, elle, est toujours ouverte, mais la porte d'inactivation est, elle, fermée. Alors attention, on ne dit pas que le canal est fermé, on dit qu'il est inactivé. Et dans cet état, il n'est pas capable de se réouvrir tout de suite. Il va pour cela falloir attendre que le canal revienne dans la configuration initiale pour être considéré à nouveau comme étant fermé et prêt à se réouvrir. Et pendant ce temps-là, le potentiel de membrane va se modifier sous l'action des autres canaux perméables aux autres ions qui sont encore ouverts et va revenir tranquillement à sa valeur de départ sans qu'il soit possible pour notre canal sodique de pouvoir se réouvrir. C'est impossible, il est toujours inactivé. Et puis, la porte d'activation va se refermer, la porte d'inactivation va se réouvrir, et là, le canal va à nouveau être en capacité de se rouvrir si une nouvelle dépolarisation arrive. Les canaux vont donc alterner entre une phase fermée, une phase ouverte et une phase inactivée. Ici par exemple, si on maintient le potentiel de membrane à 0 mV et qu'on enregistre ce qu'il se passe sur les canaux sodiques, eh bien vous voyez qu'il va y avoir rapidement une augmentation de ce courant sodique qui va très vite atteindre son maximum avant de diminuer et de disparaître avec l'inactivation des canaux. Bien, le fait que ces canaux aient une phase d'inactivation, c'est extrêmement important. Cela évite qu'ils puissent à nouveau se retrouver ouverts, même si le stimulus initial qui les a activés persiste. C'est ce phénomène qui permet le concept essentiel de période réfractaire et qu'il faille donc attendre pour que la cellule soit à nouveau restimulable. Chaque groupe de canaux va donc finalement jouer son rôle au moment venu dans la genèse du potentiel d'action, puis ils vont se taire, s'inactiver, permettant à l'ensemble de la cellule de revenir au potentiel membranaire de repos en limitant le risque d'emballement général et donc d'arythmie. Alors juste une toute petite note, comme toujours la réalité est beaucoup plus complexe que ça,
En vérité, un canal va rapidement fluctuer d'état et au final, l'intensité du courant qui le traverse est plus en rapport avec une modulation de sa probabilité d'ouverture. Je ne détaille pas plus, c'est très complexe et je ne veux surtout pas vous embrouiller. Restez sur la modélisation initiale que je vous ai présentée, mais c'est juste, voilà, à titre informatif, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça n'en a l'air. Maintenant que vous avez toutes ces notions en tête, il va être beaucoup plus simple d'expliquer ce qu'il se passe à l'échelle du potentiel d'action en entier. On va commencer ici, au repos. La cellule a un potentiel membranaire aux alentours de -80, -90 mV, ce qui est proche du potentiel d'équilibre du potassium. Et en effet, il existe un certain type de canaux potassiques dont on n'a pas encore vraiment parlé aujourd'hui, qui laisse passer les ions potassium en continu. Vous le voyez avec ce courant marqué IK1 en bas de la figure. Et du coup, le fait de pouvoir laisser passer en continu les ions potassium fait qu'on va fixer le potentiel de membrane de repos aux alentours du potentiel d'équilibre du potassium. Et puis brutalement, la cellule va être dépolarisée, alors le plus souvent par sa voisine, et il va y avoir une ouverture des canaux voltage-dépendance sodique sous l'effet de ce stimulus. Étant donné que le potentiel d'équilibre du sodium est très éloigné, à près de 70 mV, eh bien l'ouverture des canaux sodiques va créer un courant sodique dépolarisant très rapide par entrée de sodium dans la cellule. C'est ce qu'on appelle la phase 0 du potentiel d'action. Et puis, très rapidement, ces canaux sodiques, on l'a vu, vont s'inactiver, ce qui va les empêcher de pouvoir se réouvrir pour toute la durée du cycle restant, toute la durée du potentiel d'action restant. Et ça, encore une fois, c'est une notion absolument fondamentale. Ensuite, il va suivre une petite phase 1, qui est sous la dépendance d'un courant qu'on appelle ITO, qui est une phase de repolarisation très transitoire, en rapport avec un courant repolarisant potassique. Et l'intérêt de ce courant, c'est qu'il sert à maintenir le potentiel membranaire dans une gamme de valeurs qui permet l'ouverture des canaux calciques lents. Et autant les canaux sodiques sont des canaux qui s'ouvrent et se ferment de façon extrêmement rapide et brutale, autant c'est plutôt l'inverse pour les canaux calciques. Et en phase 2, eh bien, on va être avec ces canaux calciques qui vont être ouverts et qui vont permettre l'entrée de calcium dans la cellule. Et ça, c'est quelque chose qui est l'événement majeur parce que c'est l'entrée de calcium qui va déclencher tout un tas de choses derrière. On y reviendra dans une prochaine vidéo si vous voulez, et qui aura pour finalité le glissement des filaments d'actine sur ce myosine et donc la contraction des sarcomères. Ensuite, on arrive en phase 3 où, sous l'action de plusieurs catégories de canaux potassiques, eh bien, on va avoir une repolarisation de la cellule pour revenir tirer le potentiel membranaire vers le potentiel membranaire de base. Et enfin, en phase 4, on est revenu à -80, -90 mV et on est prêt pour la prochaine dépolarisation. Et donc voilà, c'est ainsi qu'on explique pourquoi le potentiel d'action des cardiomyocytes a cette forme. C'est directement la conséquence des propriétés des différents canaux ioniques qui sont à sa surface. Alors ce potentiel d'action, ce n'est pas une finalité, c'est au contraire le point de départ d'autres notions. Bien sûr, pourquoi les cellules nodales sont douées d'automaticité, pourquoi la conduction est-elle plus rapide dans les voies de conduction, qu'est-ce que l'anisotropie, comment surviennent les arythmies et comment fonctionnent les médicaments antiarythmiques, comment des anomalies génétiques des canaux peuvent donner des arythmies. Bref, tout un tas de choses que je vous propose d'aborder une prochaine fois. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!